Guten Tag, salut à tous, bienvenue dans cette émission de manga, podcast, critique de manga où je vous présente une œuvre et je la mets en perspective avec d'autres œuvres et je vais vous expliquer en quoi cette œuvre a des qualités qui fait que je vous la présente, sinon je ne ferai pas cette émission. Et aujourd'hui, je vais parler notamment d'un manga qui s'appelle Lone Wolf and Cub et vous expliquer pourquoi il s'agit d'un anti-shonen. Je vais être accompagné du moi du futur, qui va ajouter quelques éléments de contexte, des informations, ou dire des choses que j'aurais oublié de mentionner. Salut, c'est moi, c'est le moi du futur, et je tiens à expliquer que j'ai tourné cette vidéo sous une canicule effroyable, et on va entendre quelques bruits qui seront généralement ma bouteille d'eau que j'ai mis dans le congélateur, et qui est en train de se réchauffer, et donc qui fait du bruit parce que la glace fond. Je vous dis bon épisode. Il s'agit d'un manga qui déjà a une structure narrative assez étrange. D'abord, je vais vous présenter l'histoire, et on pourrait plus la comparer à une œuvre comme Golgo 13 ou à la série de Batman des années 90. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un manga avec une structure, épisode du jour, chapitre égale une histoire, où chaque chapitre raconte une histoire différente. Donc c'est pas vraiment une histoire à suivre, il y a une continuité dans l'histoire principale et dans l'avancement de la quête du personnage principal qui est Lone Wolf and Cub, mais généralement on n'est pas là pour suivre exclusivement ça, et on n'a pas besoin de connaître, je dirais même qu'au début de l'intrigue, on ne sait rien du personnage et ça fonctionne très bien. Donc, quand on regarde les premières images du manga, on pourrait avoir l'impression qu'il s'agit d'une mission d'escorte, mais pas du tout. Un peu à la Last of Us avec Ellie et Joel, où t'as le père qui protège son fils et qui... Non, pas du tout. Là, on est vraiment une histoire assez sombre. Enfin, sombre. Oui, c'est une histoire assez sombre, on pourrait dire ça comme ça. C'est l'histoire d'un assassin qui fait tout simplement des missions d'assassin. Il va tuer énormément de gens et un chapitre, c'est un assassinat, en gros. C'est comme ça que ça fonctionne l'histoire de Lone Wolf and Cub. Et son fils n'est pas du tout une petite chose fragile à protéger. Bon, si, c'est une petite chose fragile, mais il n'est pas protégé. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. C'est l'histoire d'Ogamito, qui était l'exécuteur royal du shogun, l'exécuteur du shogun tout simplement. Faut bien comprendre que la structure sociétale japonaise du XVIIe siècle, parce que ça se déroule au XVIIe siècle au Japon, dans ce manga, fonctionne avec le shogun qui est accompagné par deux forces principales qui assoient son autorité auprès des différents seigneurs des régions du Japon, avec d'un côté les yagu qui sont considérés comme des informateurs et des assassins, et de l'autre côté l'exécuteur royal, qui lui est la seule personne qui a l'autorité au Japon de pouvoir exécuter et traduire en justice, en appliquant la décapitation, aux Han qui ont fauté. La famille Yagu, qui est composée d'assassins, décide de s'accaparer plus de pouvoir. Et pour ça, ils vont assassiner l'entièreté de la famille Ito, notamment la femme d'Ogami Ito, et son fils va naître dans la mort de sa femme, de la femme d'Ogami. Et ils vont aussi, pour pouvoir incriminer Ogami Ito de trahison envers le shogun, placer une sorte de babiole dans le mausolée des Ito avec un emblème de famille qui est considéré comme traîtresse au shogun. Et Ogami Ito, une fois qu'il a compris qu'il y avait une sorte de cabale contre lui, de complot contre lui, a été condamné au seppuku. Il décide tout simplement de dire « fuck le seppuku, je vais devenir un assassin et je vais me venger des yagu ». Pour se venger des yagu, vous me direz « mais pourquoi il devient un assassin pour se venger des yagu ?» Il va suivre la voie du Mefumundo, c'est-à-dire la voie de l'enfer, pour comprendre la voie de l'assassin, et aussi pour récolter de l'argent. Il faut bien comprendre qu'Ogami Ito accepte tous les contrats d'assassinat à partir du moment où on lui donne 500 ryos. Et à la fin, il va essayer d'utiliser cet argent pour corrompre d'autres politiciens, peut-être des Han, je ne sais pas encore,
pour pouvoir incriminer et dévoiler la mascarade des Yagyu. Les Yagyu se sont engagés auprès d'Ogami Itto de ne pas l'attaquer tant qu'il ne rentre pas à Edo. Donc il y a aussi ce côté-là qui fait que c'est une histoire qui n'est pas vraiment à suivre, c'est que les Yagyu vont emmerder Ogami Itto de façon assez occasionnelle. Donc c'est pas une histoire où vous allez suivre, vous pouvez lire le tome 4 avant le tome 3, ou le tome 7 avant le tome 5, c'est pas très grave, parce que tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment une continuité solide. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une cohérence, il y a quand même une continuité, même une évolution du personnage, surtout dans la religion, parce que c'est une histoire qui parle aussi de religion bouddhistique, de l'époque féodale du Japon. Mais en tout cas, je vais éviter de me disperser. Et du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, ce n'est pas forcément une histoire d'escorte, parce que Ogami Itto va considérer son fils comme tout simplement un outil d'assassinat. Il va par exemple noyer son fils au début de l'intrigue dans une rivière, parce qu'il avait une cible qui était un samouraï qui utilisait des flingues, parce qu'au XVIIe siècle, donc les samouraïs ont des flingues, et il va noyer son fils dans la rivière, attendre que le samouraï le prenne de pitié pour pouvoir l'égorger une fois qu'il va aller dans la rivière pour sauver son fils. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va mettre en danger son fils inutilement. Finalement, avec le temps, je trouve qu'il ne met pas son fils si en danger que ça. C'est vraiment au début de l'intrigue où l'auteur nous surprend en mettant le fils comme un élément disposable ou comme un élément de stratégie. Ce qu'il faut savoir aussi sur Ogami Itto, c'est qu'il s'agit d'une Marisu. Dans le Japon, c'est littéralement acté dans le manga, il n'y a que 3 samouraïs 3 bretteurs qui sont excellents dans le Japon féodal. Ogami Itto, le chef des Yagyu et un autre type qui est dans une des histoires. Donc c'est une sorte de Marisu, mais malgré le fait qu'il soit une Marisu, il n'est pas assez cheaté pour survivre de par sa simple force au monde qui l'entoure. Et donc il va recourir un grand nombre de fois à des stratégies de l'ordre de Sun Tzu, l'art de la guerre en général, pour pouvoir vaincre ses adversaires. Par exemple, une des dernières histoires que j'ai lues, c'est il va entraîner un chien, il va entraîner le chien à esquiver des flèches, parce que en fait, il doit assassiner un Han qui, lui, a une passion pour l'archerie, pour une sorte d'ancienne tradition d'archerie où les mecs chassent des chiens sur des chevaux. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une tradition japonaise. Et il va utiliser sa passion ou son honneur de samouraï à chasser des chiens pour entraîner ce chien, le donner au Han, parce que le Han, en fait, il est dans une région avec de la famine, donc il récolte tous les animaux. Le Han va essayer de tirer sur le chien, son honneur l'oblige à essayer de le capturer, le chien va s'enfuir, et Ogami Itto, il va s'enfuir vers la forêt, retrouver Ogami Itto, et Ogami Itto va profiter du fait que le Han soit isolé de son château pour le tuer. C'est le genre de stratégie qu'il va employer. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un anti-shonen. Qu'est-ce que je voulais dire par anti-shonen ? Normalement, dans un shonen normal, on a des personnages principaux, je peux prendre Natsu, ou Luffy, même Naruto, qui sont joyeux, qui ont une volonté de devenir Hokage, de devenir le roi des pirates, Natsu de retrouver son père, et qui sont des têtes brûlées, qui font le bien autour d'eux, qui protègent leurs amis. L'amitié est une notion importante dans ce genre de manga, et qui vont notamment affronter toute forme de stratification sociale, toute forme de structure sociale, toute forme d'injustice qui va mettre en péril la vie ou le bonheur des citoyens ou des gens autour d'eux. Luffy qui va battre un dieu autoproclamé qui foudroie n'importe qui est contre lui. Il va attaquer Crocodile qui va essayer de manipuler l'empire d'Alabasta pour s'en emparer. Arlong Park, il va battre tout simplement les hommes poissons qui ont décidé de s'introduire dans le village et récolter des taxes. Water 7, où il va affronter carrément le gouvernement mondial pour sauver Robin avec son histoire oubliée. Donc l'idée étant qu'on va détruire les structures, se libérer et affronter le monde, peu importe les conséquences. Par exemple, c'est pour ça que les gens ont adoré Luffy qui met une patate à un dragon céleste. On a littéralement l'incarnation du privilège absolu, du privilège du sang absolu et qui
qui est au-dessus des lois, au-dessus de tout et qui a tous les privilèges. Et de l'autre côté, on a un pirate qui met une patate à ce type qui est une ordure et un lâche, un dragon céleste. Donc c'est typiquement ça qui rend la chose jouissive. C'est-à-dire, en tant que lecteur, on vit dans un monde où vous avez des patrons, vous avez des boss, vous avez des professeurs qui ont une autorité sur vous et qui vous obligent à faire des trucs contre vos grés pour soit gagner de l'argent, soit pour avoir... Voilà, salut, c'est juste pour préciser que j'ai un petit peu extrapolé ce que disait Oda. Il dit simplement que Luffy est un personnage qui est plié à la fois aux adultes et aux enfants parce que les adultes travaillent dur et ils ont un petit échappatoire avec Luffy. La raison pour laquelle Lone Wolf and Cub c'est un anti-shonen, c'est parce que les valeurs qui sont inculquées dans Lone Wolf and Cub, ou qui sont présentées, pas forcément inculquées mais présentées, c'est pas forcément moralisateur, sont à l'antipode de les qualités qu'on demande à un héros de shonen. Tous les personnages dans Lone Wolf and Cub sont caractérisés par le fait qu'ils suivent une voie, une structure, une stratification auxquelles ils vont être soumis. Ogami Itto lui-même se soumet à la loi du Mefundo, à la loi de l'assassinat. Il assassine n'importe qui pour 500 ryos. Même lorsqu'il s'agit d'une personne, même quand il s'agit de quelqu'un de bien, il va quand même le faire à partir du moment où il accepte l'argent. Il ne peut pas refuser un seul contrat. Il va bien évidemment essayer de s'arranger avec la réalité pour essayer de faire le maximum de bonnes actions possibles, quand il est nécessaire de le faire. Mais ce qu'on entend par bonne action, c'est pas être gentil ou sauver des gens. On entend sauvegarder son honneur ou se venger d'une injustice. Par exemple, et ça c'est quelque chose que je vais élaborer plus tard, c'est que dans Lone Wolf and Cub, on nous présente énormément la caste des samouraïs. Donc oui, les samouraïs sont badass, ils ont des katanas, mais dans Lone Wolf and Cub, être un samouraï c'est quelque chose de bien spécifique. Et là on va rentrer dans le dur du sujet. C'est que dans Lone Wolf and Cub, être un samouraï, c'est pas seulement avoir un katana stylé et boire du thé. Être un samouraï, c'est suivre la voie du bushi. Et la voie du bushi, ça signifie servir ton maître, absolument. C'est-à-dire, un samouraï ne doit jamais déshonorer son maître. Par exemple, on a une intrigue où vous avez un samouraï qui a vu son maître mourir, exécuté par Ogami Itto, parce que, tout simplement, le shogun veut tuer des gens, hein, c'est un connard un peu. Et le samouraï a décidé de vivre toute sa vie là où vivait son maître, par dévotion pour lui. Ils ont tous une sorte de élément qui fait leur fierté. Par exemple, je vous ai présenté le Han qui chasse des chiens, et pour lui, l'archerie est sa fierté. Vous avez, par exemple, un samouraï ou des ronins. Les ronins sont aussi des samouraïs, ce sont vraiment une caste particulière. Les ronins, un ronin qui a décidé de devenir un arnaqueur, et une fois qu'il dévoile sa vraie identité, qu'il est en réalité un samouraï, il décide d'exécuter tous les membres de ses amis qui l'aidaient à arnaquer les gens, parce qu'en tant que samouraï, il ne pouvait pas se permettre d'être vu dans cette situation aussi misérable, en fait. Donc, les samouraïs, c'est des gens comme ça. D'ailleurs, c'est des gens qui n'ont pas le droit de cultiver la terre. Cultiver la terre pour un samouraï, c'est un déshonneur total. Donc, se mêler au bas peuple, c'est un déshonneur total. Un peu comme, si vous connaissez Lancelot et la Charriette, si vous connaissez un peu l'histoire. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'un samouraï ne peut pas faire. La vie n'a pas réellement d'importance, aussi, dans cette société japonaise. Ça signifie, on préfère sauvegarder l'honneur, c'est l'absolu. C'est beaucoup mieux de mourir et de voir toute sa famille mourir, plutôt que de sacrifier son honneur. Ça, c'est une notion très importante. Sauver le maximum de gens, c'est pas important du tout dans Lone Wolf and Cub. Et c'est pour ça que j'estime que Lone Wolf and Cub est un anti-shonen, parce qu'on rentre dans cette société japonaise du XVIIe siècle qui a une structure sociale, une vie qui est bien particulière et bien étrange, qui est totalement à l'antipode de valeurs qu'on pourrait avoir en Occident aujourd'hui. Et c'est ça qui crée une sorte de décalage, où c'est une société qui se base beaucoup plus sur l'honneur que sur la liberté, la vie, et beaucoup plus sur la dédication, la discipline
et le fait de se maintenir à un certain nombre de dogmes et de règles inviolables. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant. Par exemple, le shogun qui est présenté littéralement, c'est pas caché, comme un tyran, n'est jamais remis en question dans son statut de shogun. Le shogun, malgré le fait que ce soit un connard qui tue tous les Han et qui provoque une énorme pauvreté, famine autour de son royaume, n'est jamais remis en question dans ses actions en général. Donc, c'est pour ça que j'expliquais que Lone Wolf Cub est un anti-shonen. On a vraiment des valeurs, un univers et des personnages qui ne fonctionnent pas du tout sur la même fibre morale qu'on aurait l'habitude de voir dans des shonen classiques. Donc maintenant, je vais plutôt vous parler de qu'est-ce qui fait la qualité, parce que être un anti-shonen c'est cool, mais être une œuvre ou une histoire intéressante c'est mieux. Donc je vais vous parler de qu'est-ce qui fait la qualité et la spécificité de Lone Wolf Cub, et qu'est-ce qui fait que c'est une histoire que j'ai été fasciné de lire, pas seulement par l'étrangeté de l'univers qui nous est présenté, mais aussi dans sa structure narrative, dans les dessins, etc. Je vais me baser notamment sur plusieurs critères. Non, je ne vais pas me baser sur des critères. J'ai plusieurs critères qui vont permettre d'étayer ce que je vais dire. Je vais parler des personnages, je vais parler notamment de la mise en scène, je vais parler du dessin, je vais parler de la maîtrise du scénario, et tout cet ensemble de choses vont permettre de vous expliquer pourquoi je trouve que Lone Wolf Cub est quand même assez impressionnant et assez qualitatif, même aujourd'hui à lire. C'est-à-dire, ne lisez pas Lone Wolf Cub pour l'aspect, c'est un manga des années 70, et donc c'est à la même époque que Tezuka et les premiers mangas. C'est-à-dire, je trouve que la narration est assez révolutionnaire, est vraiment très très bonne, même aujourd'hui. J'ai énormément de plaisir à lire cette œuvre. Et donc, on va directement passer à pourquoi Lone Wolf Cub est un excellent manga et toujours de qualité aujourd'hui. Maintenant, je vais parler de qu'est-ce qui fait la qualité de l'intrigue, de l'histoire et des personnages, et qu'est-ce qui fait que c'est aussi passionnant. D'abord, la première chose que je vais parler, c'est tout simplement de Ogami Itô lui-même. Comme je l'ai dit précédemment, il s'agit d'une Marisu. Et en tant que Marisu, ça signifie qu'il peut vaincre une dizaine d'ennemis à lui tout seul. Il est officiellement le deuxième meilleur sabreur de tout le Japon. Et en gros, il fait d'énormes massacres. Il y a beaucoup de double pages. On le voit faire des techniques d'incroyables avec son katana. Katana qui va transformer en lance. Et on le voit massacrer beaucoup de gens. Et généralement, même un 10 contre 1, le mec il gagne, quoi. Il y a vraiment... évidemment, il gagne tout le temps. Je ne sais pas vraiment s'il gagne tout le temps. Il gagne très souvent, mais ça ne signifie pas nécessairement qu'il finisse sans séquelles. Par exemple, une fois, il va foutre le feu parce qu'il doit assassiner des gens. Il doit faire en sorte qu'il n'y ait aucun survivant. Donc, il va faire un cercle de feu, aller à l'intérieur, tuer tout le monde et sortir du feu. Ensuite, le chapitre suivant, le mec, il est dans le coma pendant plusieurs jours. Parce que le mec a de sévères brûlures, quoi. Donc, Ogami Itô est une Marisu, mais être une Marisu dans ce Japon féodal n'est pas suffisant. Il va utiliser la stratégie, l'arnaque, et toujours trouver des façons inventives d'arriver à ses objectifs. Il va même sacrifier son honneur pour pouvoir assassiner des gens. Maintenant, son honneur, c'est assassiner des gens. Il n'est plus un samouraï. Et même si ça signifie de sacrifier énormément de vies, même si ça signifie de laisser faire des injustices, même si ça signifie de laisser le mal se répandre. À partir du moment où c'est la solution la plus facile et la plus efficace pour atteindre son meurtre, il va toujours le faire. Il y a évidemment quelques exceptions où Ogami Itô va aider d'autres samouraïs qui eux-mêmes auront un certain honneur à faire une certaine chose. Et il va même parfois refuser des contrats au titre de l'honneur. Par exemple, il a le devoir d'assassiner le même samouraï que je vous ai dit, qui vit là où son maître vivait. Il va avoir l'ordre de l'exécuter. Il décidera de refuser l'argent parce qu'il a en fait une ancienne affaire à régler avec lui. Il doit faire un duel contre lui. Et donc, Ogami Itô, ce qui fait la qualité de son écriture, c'est pas seulement le fait qu'il soit totalement cheaté, c'est aussi le fait qu'il suit la voie du Mefundo, qui est lié notamment au bouddhisme
et aux différents niveaux de l'enfer. Le Mefumundo, c'est l'enfer infernal. C'est vraiment le lieu que t'as pas envie d'être. Et donc pour lui, la vie est une souffrance continuelle. Il considère son existence comme une malédiction absolue. Il n'a aucun plaisir à faire ce qu'il fait. Il n'a aucune joie à entreprendre ce qu'il fait. Il est juste quelqu'un qui est dédié à sa vengeance et il le prend beaucoup plus comme une charge que comme une volonté. C'est quelqu'un d'extrêmement déterminé, mais c'est pas une détermination liée à un désir ou une impulsion, comme on pourrait voir, je sais pas, dans un héros shonen, c'est beaucoup plus lié à une dédication à une valeur. Et cela le pousse à souffrir énormément et à vivre dans un monde de violence, de meurtre et de souffrance. Daigoro aussi est très bien écrit. D'ailleurs, j'adore Daigoro. Il y a énormément de passages avec Daigoro, j'adore. Où lui aussi, qui en fait a eu le choix entre suivre sa mère dans la mort, quelque chose que son père aurait souhaité, c'est-à-dire Ogami, il souffre tellement, il déteste tellement son existence en tant que Mefumundo, qu'il souhaite la mort de son fils. Pour lui, la mort de son fils serait une délivrance. C'est l'idée, c'est le niveau à quel point il déteste sa vie, Ogami Itto. Et Daigoro lui-même est habitué au spectacle de mort et va développer le mou, truc que je vais expliquer plus tard. Et du coup, voilà pourquoi c'est passionnant à suivre, parce qu'on est vraiment dans des héros tragiques qui suivent une voie qu'ils détestent, mais qui sont obligés d'atteindre jusqu'au bout par 1. L'honneur, 2. Par vengeance. La seconde chose qui fait la qualité de cette œuvre, au-delà de ses personnages principaux, c'est aussi le fait qu'on a tout cet aspect historique du Japon féodal du XVIIe siècle. Comme je l'ai dit précédemment, le côté historique pur ne m'intéresse pas. Le fait de savoir qu'il y a 3 façons de dire bonjour avec la forme du pouce avec laquelle tu t'inclines pour dire bonjour aux gens, c'est pas intéressant en soi. Le fait est que dans Lone Wolf and Cub, tous ces éléments historiques japonais sont à la fois là pour introduire des personnages et leur vie, parce qu'on ne suit pas toujours Ogami Itto. Je dirais même que dans la majorité du temps, on va beaucoup plus suivre d'autres personnages secondaires qui sont des personnages du jour, on va dire ça comme ça. Et tous les éléments historiques à la fois sur les castes sociales, l'économie du Japon féodal, le fonctionnement des différents han, tous les petits éléments légaux qui expliquent comment fonctionne l'honneur, etc., sont des éléments qui vraiment nous imprègnent, nous immergent dans cet univers et c'est plutôt bien représenté. Comme j'avais expliqué, la voix des samouraïs, il y a la voix des yakuza, on va voir des pêcheurs, on va voir des bûcherons, on va voir tout un tas de choses et ça va être très intéressant. De plus, le fait que... Et du coup, on va voir aussi énormément de coutumes, énormément de traditions qui vont être appliquées et respectées par un grand nombre de gens. Ce qui est particulier avec le dessin de Lone Wolf and Cub, c'est que c'est pas un dessin, si vous êtes habitué au shonen d'aujourd'hui, le shonen d'aujourd'hui est un dessin assez cinématographique, qui est beaucoup plus centré, pas One Piece est une exception, mais on va prendre par exemple des mangas très modernes. Je vais prendre quoi Chainsaw Man, on va prendre Dandadan, Sakamoto Days, Jujutsu Kaisen, ce sont des dessins qui sont beaucoup plus orientés sur le mouvement des personnages. Et on a beaucoup plus de combats avec un temps beaucoup plus contraint. C'est-à-dire avec énormément d'éléments, beaucoup de perspectives, beaucoup de mouvements, beaucoup de chorégraphie. On va beaucoup plus centrer sur les personnages et leurs actions, et leurs petits gestes et leurs petits mouvements, que véritablement sur autre chose. Donc on est vraiment aujourd'hui dans un manga, dans les shonen d'aujourd'hui, on a vraiment une narration qui est centrée autour du mouvement, excepté One Piece. Et là, ce qu'on peut voir dans le dessin de Lone Wolf and Cub, c'est qu'on est beaucoup plus dans de l'action assez rapide. Ça fait beaucoup plus penser à Hunter x Hunter, si vous voyez ce que je veux dire, dans les premiers arcs. Avec de l'action assez rapide, mais c'est quand même assez détaillé, assez joli. Les chara-design des personnages, moi je les trouve plutôt beaux, même s'ils peuvent être assez répétitifs. Des fois j'ai du mal à distinguer certains personnages, de par le trait des années 70, mais je trouve qu'il y a une parfaite alignation entre la simplicité
et l'efficacité du design des personnages et aussi les détails qui fait qu'ils sont très jolis à voir et très jolis à regarder. Mais ce qui arrache les yeux surtout dans ce manga, c'est les décors. Ils sont vraiment magnifiques, ils sont bien présentés. Franchement, aussi bien la nature que les villes, que les tenues, tout est excellemment bien fait et franchement, c'est un bonbon pour les yeux. Et vu qu'on n'est pas habitué à ça, c'est aussi original à regarder. Franchement, le style graphique, moi, je suis particulièrement fan. Il y a des doubles pages, il y a peut-être quelques répétitions, notamment sur les doubles pages de combat où on voit Oyami Ito tuer ou massacrer 20 personnes en même temps. C'est-à-dire, deux fois, le mec, il se lâche, il dit « Bon, bah là, c'est la scène d'action, on doit tuer 20 000 personnes. » Mais c'est quand même un plaisir à voir. Même les personnages, ils sont détaillés quand il le faut. Et c'est très intéressant, en fait, à regarder. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, la structure narrative. Donc, dans Lone Wolf and Cub, il y a 3 ou 4 types d'histoires qui sont racontées. D'abord, on a tout simplement les histoires d'Oyami Ito qui va assassiner des gens ou affronter des gens en duel. Ça va être très intéressant, ça va être des moments assez intéressants où le mec va aller dans un endroit, découvrir ce qui se passe, faire une stratégie, se faire surprendre et tuer des gens. On a un second type d'histoire, on va suivre un personnage qui n'a rien à voir avec Oyami Ito, mais qui est lié de près ou de loin avec son contrat d'assassinat. Et tout simplement, on va à la fois avoir une perspective sur sa tranche de vie, sur les conflits qu'il peut avoir, et sur tout simplement la résolution de ces différents conflits. Donc toutes les histoires ne sont pas centrées autour d'Ogami Ito. Comme je vous l'ai dit, c'est déjà une structure un peu à la Batman de 90. Et on a les arcs, les chapitres, moi que j'adore, et qui m'ont vraiment passionné, c'est les chapitres de survie dans la nature. Il y a plusieurs chapitres où on voit en fait Ogami Ito et Daigoro survivre dans des environnements très hostiles. Et c'est vraiment un type de truc que j'adore, ce genre de conflit environnemental. Donc, ça c'est la seconde chose, le dessin, la mise en scène, le type d'histoires qui sont racontées. Et il y a aussi tout l'aspect religieux et l'aspect spirituel de Lone Wolf and Cub, qui est très compliqué parce qu'il s'agit du bouddhisme. Et du coup, si vous ne savez pas, le bouddhisme, c'est une religion qui fonctionne avec des sectes. Donc, c'est pas un terme péjoratif, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, parce que le bouddhisme n'est pas un dogme religieux avec une parole qui doit être transmise aux gens. Le bouddhisme est une religion qui fonctionne tout simplement avec la quête de l'illumination, soit avec une voie intérieure, soit avec la voie extérieure. La voie intérieure, c'est par la méditation et le fait de révéler son potentiel divin, et la voie extérieure, c'est de prier, tout simplement un dieu, et de suivre la voie d'un Bouddha. Le statut de Bouddha, qui est le statut de Dieu dans le bouddhisme, est en réalité quelque chose que n'importe qui peut atteindre. Si un chien peut atteindre l'illumination, vous pouvez atteindre l'illumination. Donc, Lone Wolf and Cub parle de tous ces principes bouddhistiques qui sont mis en perspective, et notamment, il va avoir une mission, il va devoir assassiner un Bouddha. Il ne va pas réussir à se résoudre à l'assassiner. Et donc, il va promettre de se suicider s'il ne réussit pas à assassiner ce Bouddha. Il va se seppuku. C'est une sorte de duel spirituel. Et c'est là que le manga introduit la notion, on va dire, de chakra, de ki et d'aura. Sauf que là, c'est la notion à la fois de sagai et de mu. Deux notions bouddhistiques. Le sakai, c'est l'envie de tuer. C'est l'envie d'agressivité et de tuer. Cette envie d'agressivité et de tuer, notamment, et c'est la volonté, c'est un peu le chakra, quoi. Donc, par la simple volonté, vous pouvez aussi détourner des coups. Il y a par exemple plusieurs personnages. Le Bouddha lui-même peut retourner le sagai de quelqu'un contre lui, ce qui fait qu'il le rend incapable d'attaquer. Et il y a le sagai qui permet de prévoir l'attaque des gens, prévoir la puissance et l'attaque des gens. Par exemple, vous avez un moment avec quelqu'un qui est un mendiant et un excellent bretteur qui qui essaie de se faire de l'argent en se mettant dans une boîte, et en fait il propose aux gens de l'attaquer, et il utilise le retournement de Sakai pour pouvoir dévier les coups des gens. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a inventé l'aura farming. Il a inventé l'aura farming.
Goseki Kojima et Kazu Koike ont inventé l'aura farming. Ce que je veux dire par là, ils ont inventé un système qui est similaire au ki de Dragon Ball, qui est similaire au chakra de Naruto ou au nen, mais qui n'est pas seulement lié à la force vitale des personnages, mais qui est lié à la spiritualité et l'état d'esprit des personnages. Et cet état d'esprit, cette spiritualité, a un pouvoir magique semi-réaliste. On ne sait pas vraiment si c'est magique, on ne sait pas vraiment si c'est réel. En tout cas, il y a ce truc du sagai qui fait qu'on peut voir la volonté de quelqu'un dans ses actions et dans sa volonté de puissance. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle le mu. Je retourne à cette histoire de Bouddha qu'il essaye d'assassiner. Ogami va essayer de méditer et il va essayer de suivre la voie du mu, c'est-à-dire le vide, entre feu et rivière, comme dirait l'autre. Et cette voie du mu est en réalité l'état où, en fait, il va suivre la voie de la porte fermée, je ne sais plus trop exactement, ou en tout cas être dans un état d'esprit où il est totalement dédié à cette voie de l'assassin et n'avoir aucun regret, aucun remords dans son meurtre du Bouddha. Et c'est pour ça qu'à la fin, il réussit à tuer Bouddha. C'est parce qu'il réussit à atteindre cette voie de vide où il est dédié à son art sans aucune forme de regret, sans aucune forme d'empêchement, en fait, de liberté spirituelle, on va dire ça comme ça. Il y a notamment l'histoire aussi du fait que de la rivière et du feu, ça c'est une histoire très intéressante. C'est ce qui est très compliqué le bouddhisme, je vais certainement le faire en off. Salut, je ne remercie pas du tout le moi du passé qui m'a envoyé vous expliquer cette connerie de rivière de feu et d'eau. Je vais me baser sur la fin du volume 6 où il y a un dictionnaire et une bibliographie pour nous expliquer un peu comment fonctionne ce satané bouddhisme. Alors, il faut que je retrouve le passage. Il est ici. L'introduction et la conclusion de cet épisode évoquent clairement leur importance dans l'expérience de la vie et de la mort propre aux guerriers. Les 6 Jizo, ou plutôt la dimension métaphysique de Jizo, dans ces 6 manifestations possibles, prennent la forme d'une souris, d'un chat, d'un chien, d'un loup, du feu et de l'eau. Chacun de ces manifestations absorbe la précédente et l'anéantit. Le chat mange la souris, le chien mange le chat, le loup mange le chien, le feu brûle le loup, l'eau éteint le feu. Mais au final, l'homme arrive et boit l'eau. L'homme serait-il le vrai Jizo ? L'être qui accède à l'éveil ? En fait, la vraie question est, si l'homme est le Jizo, pourquoi prie-t-il les Jizo ? S'adresser des prières à soi-même n'a pas de sens. Ce paradoxe résulte de la cohabitation de 2 éléments contradictoires. Dans la représentation philosophique et religieuse de la doctrine de Bouddha, d'un côté, il y a l'idée que le salut peut venir d'un pouvoir extérieur, en japonais le tariki, en particulier grâce à l'intervention de Bouddha lui-même, en vertu du principe de compassion et d'amour universel. Dans ce cas, Bouddha est considéré comme une vraie divinité. C'est par exemple le concept de l'école terre pure de Jodo Shinshu. Mais d'un autre côté, seule une force extérieure de l'individu, Jiriki, peut conduire à l'éveil. C'est la doctrine zen de base, qui, et pour cause, méprise toute attitude fidéistique envers Bouddha ou le bodhisattva. Le bouddhisme ne privilégie aucune théorie par rapport à l'autre. Il se divise en différentes écoles proposant diverses interprétations. Je vais vous parler un petit peu du passage qui concerne Ogami. Pour ce qu'il y a... il est... Voilà pourquoi... Pour qu'il y ait conscience de la vie, il faut une rupture dans cette dispersion. Il est nécessaire qu'en absence d'être contrebalance, ce qui est, c'est le vide en vertu duquel chaque chose implique son contraire. Voilà pourquoi le samouraï, la conscience de la vie, est aussi la conscience de la mort. Être conscient de la mort, c'est pouvoir vaincre sa terreur. Seuls ceux qui ont fait l'expérience de la mort peuvent vraiment aimer la vie. Par conséquent, la réalité de la mort et du combat ne font qu'un dans la vie du samouraï, ce qui transforme la mort, ou son éventualité, en une vie supérieure. C'était donc ça l'explication du mu et
de la rivière, du feu, du chien, du loup et de tout ce que vous voulez dans le bouddhisme. Je vous dis à plus. Et donc il y a ce système d'énergie qui est dans Lone Wolf and Cub et qui est très intéressant à étudier aussi, et je trouve ça assez passionnant en fait. C'est une nouvelle façon de concevoir le chakra ou l'énergie. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir dans d'autres œuvres. C'est le cas un peu dans Hunter x Hunter, mais vraiment ce côté très spirituel où l'énergie et le pouvoir est très lié à une spiritualité. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur Lone Wolf and Cub ? Je crois que j'ai à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire. Et pourquoi j'adore ce manga, et pourquoi j'adore le lire, c'est parce que c'est un anti-shonen avec une structure narrative auquel on n'est plus vraiment habitué. Une mise en scène aussi qui est assez particulière, qui est assez rapide et efficace, mais qui ne manque pas de subtilité et de finesse à la fois dans le dessin, dans les traits, et on comprend parfaitement l'action, on comprend parfaitement le mouvement de ce qui se passe dans le manga. Donc on est vraiment dans du one-shot, hein. C'est-à-dire les combats dans Lone Wolf and Cub, c'est 3 pages. Enfin, 3 pages, c'est 3 cases. C'est vraiment 3 cases. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais un combat de 3 chapitres. Vous ne verrez jamais un combat Sukuna, Gojo, Satoru. C'est vraiment des combats assez rapides. Mais c'est vraiment des combats one-shot. C'est aussi quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Donc, l'histoire, la mise en scène, l'univers qui nous est présenté, qui est de l'ordre de l'alien, qui est l'ordre du étrange, avec des valeurs auxquelles on n'est pas habitué du tout, dans ses dessins qui sont magnifiques, dans les personnages qui sont excellemment bien écrits. J'adore le personnage de Ogami Itto, malgré le fait que je trouve qu'il soit un petit peu cheaté, et aussi dans l'inventivité que les auteurs ont réussi à trouver pour systématiquement nous surprendre avec de nouvelles histoires, avec des nouveaux thèmes et des nouveaux éléments qui fait qu'on se pose toujours la question de mais comment il va s'en sortir. Et deux fois, il s'en sort à peine. Hein. Deux fois, il s'en sort très bien, deux fois, il s'en sort à peine. Et du coup, on a toujours cette surprise parce qu'on n'est même pas sûr que Ogami va survivre. On a une sorte de foreshadowing. Je sais pas la suite du manga, donc je peux pas vous dire. Mais je suis certain qu'Ogami Itto va mourir pendant une de ses missions. Parce que il y a vraiment ce foreshadowing comme quoi l'enfant qui se prépare à voir la mort de son père. Et du coup, ce qui fait qu'on se pose la question de toujours savoir ce qui se passe. Il y a aussi, j'ai pas parlé du monde qui est dépeint du Japon féodal, mais c'est un monde très sombre, où les gens sont extrêmement pauvres, il y a énormément de famine, les Han, les seigneurs sont très pauvres aussi, ils doivent très souvent s'endetter, et généralement les missions qu'accomplit Ogami Itto sont des missions jamais blanc ou noir, ça peut arriver quelquefois, mais il y a toujours ces différentes nuances de gris, même pas seulement de gris, mais de violet et de bleu peut-être aussi, et de rouge, qui font que la vie est très dure pour tout le monde dans ce monde féodal japonais du XVIIe siècle. Ce qui fait qu'on doit faire un certain nombre de sacrifices. Par exemple, la mort du Bouddha. Pourquoi Ogami Itto a la mission de tuer le Bouddha ? C'est parce que tout simplement le Han était endetté auprès de marchands et donc il avait pour volonté de taxer le peuple qui était déjà assez pauvre et quasiment au bord de la famine pour pouvoir rembourser sa dette. Malheureusement, le Bouddha, par sa popularité, empêchait le Han de collecter les impôts, sinon il allait y avoir une révolution. Comme je vous l'ai dit aussi, l'histoire avec le chien, vous avez le peuple qui se révolte à cause de la famine parce que le Han s'accapare toutes les ressources et préfère dépenser son temps et son énergie pour plutôt faire de la chasse aux chiens plutôt que d'aider son peuple. Ou vous avez des mercenaires, des ronins qui n'hésitent pas énormément de viols ou d'agressions sexuelles, énormément de maltraitance, ou même Ogami Itto totalement indifférent parce qu'il a autre chose à foutre. Et donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire. C'était un vrai plaisir de faire un petit podcast, un petit review sur ce manga Ogami Itto. N'hésitez pas à dire ce que vous avez aimé ou pas aimé, ce que vous avez apprécié dans ce que j'ai dit, ou les choses que j'étais un petit peu trop long. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis ciao.